un homme n'est plus une nécessité dans ma vie. On parle vraiment que je parle financièrement, tu n'es pas une nécessité. Je peux parvenir à mes besoins, donc tu vas vraiment être un plus. Je trouve ça plate parce que beaucoup de femmes entrepreneuses m'expliquent qu'ils ont beaucoup de difficultés à trouver un homme. Je pense que ce qui est important, c'est qu'un vrai homme alpha, ça ne va jamais lui déranger. Au contraire, ça va l'attirer, puis il va beaucoup fermer cette énergie masculine que tu dois constamment avoir et il va ressortir ce côté féminin où est-ce que je n'ai plus besoin d'être une entrepreneuse, je n'ai plus besoin d'être une boss, je suis avec l'alpha. So, to let him lead. Fait que je dirais que si je peux donner un conseil aux femmes entrepreneuses, de vraiment chercher cet homme alpha qui va laisser ce côté féminin ressortir. Puis t'es une boss quand t'as besoin d'être une boss. T'es une entrepreneuse, tu resteras toujours une entrepreneuse. Mais quand t'es avec ton partenaire, là, c'est le moment que tu peux te délousser. C'est quoi ta vision de la vie après autant de difficultés récentes ces dernières années? Je dirais la simplicité de la vie. Je trouve qu'on vit dans un monde très irréel et déconnecté. En fait, on est tellement connecté sur les réseaux sociaux, etc. Tu sais, comme on est tellement connecté sur ces choses-là qu'on est très déconnecté de la vie. Puis après avoir vécu les 3 dernières années un petit peu plus comme difficiles, je dirais que la simplicité, être assis, avoir une conversation avec des gens, pas être sur le téléphone, passer du temps en famille. Là, vraiment, juste les petites choses simples. Je pense que c'est ça la vision que j'ai beaucoup de la vie, de ne pas regarder trop loin, mais de regarder aujourd'hui. Dans le fond, profiter de l'instant présent. Ouais. Vivre le présent parce que c'est juste le présent que tu possèdes. Tu ne possèdes pas le futur. Tu ne possèdes pas le passé. L'unique chose que tu possèdes, c'est le présent. Par exemple, on dit dans 1 heure, je serai en train de faire ci, ça, mais la réalité, c'est que tu sais même pas c'est quoi qui va se passer dans 1 heure. Exactement, exactement. Puis la vie est vraiment précieuse. Wow. On s'en rend pas compte, mais c'est comme tu dis, c'est une fraction de seconde qui peut changer tout l'instant de ta vie, puis vraiment de profiter du moment présent. Ouais, j'adore, je partage même cette philosophie. Florence, toi, tu es venue l'an dernier au podcast. On avait fait un concept différent, on avait fait un live. Et comme tu l'avais dit, je pense que tu as été probablement la personne qui a eu le plus de succès dans ce podcast-là, dans le sens que tes vidéos ont fait des millions de vues, des millions et des millions de vues. Comment tu l'as vécu? Bien. C'est sûr que je pense que tout le monde va toujours avoir une opinion. Peu importe qu'est-ce que tu vas dire, tu ne pourras jamais plaire à tout le monde. C'est sûr aussi que des fois, comme on va avoir des courtes séquences, on va comprendre ce qu'on va comprendre parce qu'on se fie sur cette vidéo-là. Un peu comme dans la vie. Tu sais, dans la vie, tu peux vivre une situation puis quelqu'un va entendre une partie d'une situation. C'est vrai. Mais pas la situation complète. Donc, ils vont se faire une idée par rapport à le peu qu'ils savent. Ouais, ils se font une vision complète par rapport à la vie, au manque à l'information partielle qu'ils ont dans le fond. Exactement. Mais je pense pas que ça m'a affecté d'une certaine façon. Je trouvais ça un peu drôle de voir la façon de penser de certaines personnes, mais ça les appartient. Tu sais, moi, j'ai pas à changer la façon dont je pense parce que il y a des critiques ou quoi que ce soit. La réalité de la vie, c'est qu'on va jamais plaire à tout le monde. C'est vrai, on peut pas plaire à tout le monde et c'est même bien de ne pas plaire à tout le monde parce que si tu plais à tout le monde, tu vas pas t'aimer toi-même parce que tu sais que t'es pas toi-même. C'est impossible pour un être humain de s'entendre bien avec tout le monde ou d'être aimé par tout le monde. C'est aussi simple que ça. Mais j'aimerais te demander, est-ce que pour toi, est-ce que ta vision de l'amour a changé en fait après 1 an? Comment tu vois l'amour? Oh mon Dieu, oui, je pense que changer, c'est pas le mot que j'utiliserais. Évoluer. Je trouve que changer, je vois, pour moi, encore une fois, je parle au jeu, là, je trouve que c'est un mot qui peut avoir l'air un peu, des fois, négatif. On change pas, on évolue, selon moi. Ce que je veux dire, c'est que, tu sais, il y a des choses que j'ai un petit peu plus compris. Je pense que j'avais une certaine vision de la responsabilité personnelle que j'aurais voulu
avoir dans une relation versus maintenant, comme que je dis, je suis plus attachée aux petites choses simples de la vie. Ce que je dirais qui a changé, c'est que l'amour, ça fait vivre beaucoup d'émotions. L'amour, c'est un mot qui est gros parce que ça peut te faire vivre beaucoup de peine, beaucoup de joie, tes émotions, c'est comme un roller coaster. T'es carrément dans un manège constamment. Je pense aussi que j'avais beaucoup peur de m'ouvrir. L'année passée, tu sais, j'étais plus dans une optique où est-ce que je suis la femme indépendante, je fais ce que j'ai à faire, puis tu sais, maintenant, je pense que je suis beaucoup plus ouverte à l'amour, puis à me dire qu'on n'est pas à l'abri de la peine, on n'est pas à l'abri de rien de ce qui va nous arriver, puis d'être ouverte à juste aimer, puis de vouloir une vie juste simple. Des fois, j'ai l'impression qu'on veut trop, mais je dirais que je cherche plus vraiment à avoir quelque chose de juste simple. Simple, hein? Mais on dirait, tu donnes l'impression d'avoir vécu ça récemment, dans le sens que, genre, tu dis que tu as vécu, on va dire, une montagne russe de bonheur et de tristesse. Est-ce que c'est quelque chose qui s'est passé récemment ou... Je dirais que les 3 dernières années, et je vais parler du point de vue personnel, du point de vue professionnel, du point de vue familial, du point de vue amical, de tous les points de vue, ça a été très difficile. Très, très, très difficile. Mais, comme on a dit tantôt, on ne peut pas revenir en arrière. Il n'y a rien que je peux changer du passé. Le futur ne m'appartient pas. J'ai que le moment présent. Puis je pense que autant que c'est plate, vivre des choses fortes, c'est ce qui te donne la force. Puis je me suis toujours dit que ce que les gens ont fait, ça ne m'appartient pas. Il y a des situations aussi qu'on ne choisit pas, qui peuvent nous arriver, et de voir que d'en tirer le bon. Le bon côté. Le bon côté. Puis je pense que c'est pas quelque chose, c'est peut-être 3 ans, c'est quand même récent, mais de faire la rétrospection sur beaucoup de choses. Tu sais, comme j'expliquais, exemple, j'ai vécu un cambriolage. Ce cambriolage-là, à ce moment présent, c'était comme si ma vie s'était effondrée. Et suite à ça, plusieurs choses se sont passées, dont ma mère qui est tombée malade. Mais pour donner une parenthèse, quand le cambriolage s'est passé, j'ai décidé de retourner vivre chez ma mère. Et si je m'aurais pas fait cambrioler, je serais jamais retournée vivre chez ma mère. Si je serais jamais retournée vivre chez ma mère, j'aurais jamais vu que ma mère vivait des reflux gastriques et je l'aurais peut-être jamais amenée chez le médecin. On n'aurait peut-être jamais découvert son cancer. Et ça fait 6 mois aujourd'hui que j'ai fait cette rétrospection de me dire, c'est incroyable comment à ce moment-là, je me disais avoir tout perdu, mais cette situation m'a donné la vie de ma mère. Ça l'a pas de prix. Mais sur le moment présent, j'en parle avec grande émotion, il s'est passé tellement de choses que j'étais bornée j'étais tombée en dépression, là, puis je voyais plus le bout du tunnel. Ça a été vraiment, vraiment, vraiment difficile. Mais aujourd'hui, quand que je regarde toutes ces situations-là, j'ai ma mère. Wow. Mais c'est quoi qui t'a fait tenir le cap pendant cette période difficile-là de dépression? Parce que la dépression, c'est pas quelque chose qu'on prend à la légère, dans le sens que, genre, ça vient et c'est quand même très grave parce que, genre, t'es une personne qui me semble très joyeuse et très ambitieuse dans la vie. Donc, je comprends pas comment tu te sentais quand tu étais déprimée? Pourquoi tu dis que tu as été en dépression, en fait? J'avais plus le goût d'avancer. Je suis une fonceuse dans la vie, puis j'avais constamment des bâtons dans les roues. C'était comme si rien faisait en sorte que je pouvais avancer. Puis je dirais que j'avais juste plus envie de rien. J'étais plus moi-même. Je trouve que j'étais lourde envers même moi-même. Tu sais, j'avais de la difficulté avec... Tu sais, c'est dur à dire, mais je me trouvais lourde. Tu sais, j'ai été un mentor pour beaucoup de personnes, puis je suis devenue tout le contraire. J'avais plus d'inspiration envers moi-même. Je pense pas qu'il y a de clé
sais, des fois, je me demande encore la question comment je m'en suis sortie. Je pense que pour moi, ça a beaucoup été la famille et surtout la situation de ma mère de me dire « Wow! Là, il se passe tout ça, mais il y a quelque chose que je peux pas contrôler. Il y a des choses qu'on peut contrôler, puis il y en a d'autres qu'on peut pas. La santé, c'est quelque chose qui ne s'achète pas. C'est pas quelque chose que... Puis ça a été le coup dur de voir ma mère avoir peur. C'est là que je me suis dit, en fait, je me dois d'être forte pour elle. Ça a été ce coup de... OK, keep your shit together, là, parce que t'as plus le choix, là. La famille... Ça t'a permis de réaliser c'est quoi les choses importantes dans la vie. Tu as parlé beaucoup de ta mère je me rappelle plus de notre dernière discussion si on avait abordé ça, mais et ton père là-dedans? Mes parents sont séparés, mais ils ont une super de bonne relation dans le sens parce que mon père est toujours dans les parages. Ma mère n'a jamais empêché mon père d'être dans nos vies. On passe toujours Noël avec lui. Mon père a été là durant tout le temps que ma mère était à l'hôpital. Ça a été vraiment magnifique de voir ça aussi, de voir, tu sais, tes parents qui sont séparés, mais que malgré tout, ils respectent le fait qu'ils ont été ensemble. Ça a été déchirant aussi de voir mon père avoir mal comme ça, puis d'avoir eu peur de perdre la mère de ses enfants. Ouais, ça va être dur. C'était vraiment dur et émotionnel, mais ça a été une situation qui a rapproché toute notre famille. Wow, c'est important vraiment. Ça que ça, j'aime souvent dire que c'est pas vraiment ce qui t'arrive dans la vie, mais c'est qui est important. C'est comment tu réagis à ce qui t'arrive qui est le plus important. On peut t'avoir giflé et t'es à terre. On va dire, j'arrive, je te gifle, t'es à terre. Mais si je retourne dans 10 ans et t'es encore à terre, c'est ta faute à 100%. C'est plus de ma faute. C'est plus de ma faute. Je comprends que... Je suis à 1000% avec ça. Il y a une autre chose qui a beaucoup changé. J'ai toujours été quelqu'un qui... j'adore aider. J'adore aider. J'aiderais tout le monde si je pourrais, là, mais... J'ai vraiment compris quelque chose. Je pense que tout le monde qui m'a donné un support durant cette grosse dépression-là, c'est qu'ils savaient que je me laissais pas tomber. Puis que j'allais pas me laisser tomber. Dans la vie, t'as pas le droit de te laisser tomber. Comme, honnêtement, si t'es dans le plus gros trou, OK? Peu importe, là. Tu sais, je trouve juste que j'aime pas les gens qui s'acharnent sur leur sort, puis que c'est comme, fais un changement, aide-toi, parce qu'à la fin, tu vas finir par quoi? Par laisser la vie t'emporter. Puis le temps passe vite. Temps passe vite. Tu sais, ça a l'air de rien, là, mais une couple d'années de dépression, là, c'est long sur le moment, mais c'est pas des années que tu peux reprendre. Hein? Exact. Donc, tu sais, juste de s'auto-aider. Est-ce que tu avais déjà pensé à mettre fin à ta vie durant cette période-là, si c'est pas trop délicat? C'est quelque chose que je te dirais que j'avais plus envie de vivre. Oh, wow. J'avais plus envie de vivre parce que il n'y a pas de parce que en fait c'était juste lourd. Puis la chose qui m'a beaucoup retenue, c'est vraiment l'amour que tu reçois. Puis je trouve que c'est un sujet qui est très délicat et encore délicat pour moi de parler de ça ouvertement. Mais je te dirais que dans certains moments, je pense que ma vie, j'avais plus envie de... J'étais plus de ce rayon de soleil. Tu sais, je trouve que tu l'as dit tantôt, comme, tu sais, je rentre dans une place, je sais que je connais mon aura, je sais ce que je dégage, mais j'étais plus ça. J'étais plus ça, puis c'est sûr que c'est plate parce que quand tu sais que tu as été capable d'être heureuse, d'être dans un moment tellement noir dans ta vie, puis d'en avoir tellement sur ton dos, puis c'est toi qui doit essayer de s'en sortir, mais comme je te dis, quand t'as tellement de bâtons dans les roues, là, puis les gens sont méchants, là, les gens sont méchants. Les gens sont méchants? Ce que je veux dire, c'est que les gens se fient beaucoup sur ce qu'ils voient sur les réseaux sociaux. Tu sais, Florence est une femme qui voyage, c'est une femme qui puis
de devoir mettre un poker face. Parce que, tu sais, je veux dire, à la fin de la journée, c'est ce que je faisais, là. Je portais ce masque. Et c'est facile de me voir sourire devant une caméra. Mais le moment que je suis plus sur les réseaux, que je suis plus au travail, le moment que je suis seule avec moi-même, le moment que je vis mes émotions, personne ne sait réellement comment je me sens. Puis on dit souvent, le suicide, faites attention parce que même une personne qui peut sourire à tous les jours peut vouloir C'est fou, avoir hein. envie de s'enlever la vie, Wow. de faire attention comment on traite les gens. Wow. Est-ce que c'est une étape qui est totalement dans le passé ou qui est vécue à quelques épisodes? Moi, c'est totalement dans le passé. J'accepte ma peine, j'accepte la peine que j'ai pu causer et que on m'a causée. J'accepte que ces situations-là, je suis forte, puis aujourd'hui, je souris, j'ai la tête haute. Et sincèrement, si quelqu'un a besoin de parler, prenez ces 2 minutes pour les écouter. Ça a l'air de rien. On dit que, tu sais, 7 minutes, je pense 7 à 8 minutes que tu peux parler à quelqu'un peut changer toute une partie des émotions de quelqu'un. Mais oui, c'est dans le passé, Ben. Wow. C'est dans le passé. Merci. Tu dirais quoi à quelqu'un? Tu dirais à quelqu'un qui vit présentement cette dépression, ce manque de joie par rapport à la vie que tu as vécu il y a quelques années? J'ai un tatou que c'est une phrase que mon père me disait. Puis c'est quelque chose qui m'a beaucoup tenu debout. C'est que tu n'apprécierais jamais le bonheur si tu ne connaîtrais pas réellement la lourdeur de la peine. C'est vrai. C'est vrai. Je pense que j'étais quelqu'un que je me morfondais beaucoup sur pourquoi moi, pourquoi. Puis mon père m'avait dit, arrête de dire pourquoi, puis dis merci. Chaque larme que tu verses, dis merci de ce qui t'arrive, parce que c'est ce qui va faire la femme que tu es aujourd'hui. On va toujours vivre des situations jusqu'à la fin. Donc, je dirais aux gens d'être bien accompagnés, à chaque larme, se dire « c'est correct, j'ai mal, ça va aller », s'auto-parler. S'auto-parler, c'est quelque chose qui est important. Je pense que, tu sais, moi, j'écoute souvent des choses très motivantes le matin, mais de s'auto-parler, et parle-toi à voix haute. Ça va aller, ça va pas bien, mais je le sais que ça va aller, je suis forte. Puis même si tu le crois pas, tu vas finir par le croire. Parce que, disons, même si tu es malheureux, là, on peut faire l'exercice. Genre, tu peux faire... Si je te dis de sourire, pendant 2 minutes, tu vas être joyeuse automatiquement. C'est fou à quel point notre corps, notre position physique a un impact sur nos émotions, en fait. C'est incroyable. Tu sais, c'est sûr que si t'es en dépression puis t'écoutes que de la musique triste, tu vas rester triste, OK? C'est 100%. Sûr. Je dirais aussi de s'éloigner des choses malsaines, que ça soit l'alcool, que ça soit les drogues, etc. Des choses qui te déconnectent. D'être complètement connecté à tes émotions puis d'accepter de vivre tes émotions. Il n'y a rien de plus fort de dire « j'ai de la peine, j'accepte ma peine ». I'm living it. Puis les outils. C'est, Ben, on ne vit pas dans un... En tout cas, pour ceux qui vivent au Canada, on a des ressources. On a des ressources qui sont complètement gratuites. Et c'est comme si je te dirais quelque chose... Je sais pas, ton téléphone est déchargé puis tu as vraiment besoin d'utiliser ton téléphone puis ton chargeur, il est juste devant toi mais que tu veux pas le charger. En fait, c'est que tu n'utilises pas les outils nécessaires. Si tu t'aimes assez... exemple, dans certains moments, on va peut-être moins s'aimer, mais de me dire, tu sais, moi, je pense à mon neveu, ma nièce, à ma soeur, à mes frères. Je me dis, ils ont besoin de moi. Pourquoi que, tu sais, je peux pas leur faire vivre leur peine à cause de mes émotions. Fait que de prendre les outils nécessaires, et il y a beaucoup d'outils qui sont gratuits, puis de faire le nécessaire, comme tu dis, va courir. Va en haut d'une montagne, puis crie. Do what you have to do. Just feel better. It's okay. Je vais te poser une question que j'adore poser. Dis-moi. C'est quand la dernière fois que tu as pleuré et pourquoi? Ça fait pas si longtemps. Et j'ai pleuré parce que, bon, aujourd'hui, j'ai 32 ans.
j'ai pas d'enfant. Je pense pas que j'aurais vu ma vie comme ça. Et j'ai pleuré parce que je me suis dit, je pense que j'accepte le fait que j'aurais peut-être pas d'enfant. Puis c'est quelque chose de très difficile pour une femme. OK? Parce que là, tu sais, faut que tu penses que tu veux pas faire un enfant pour faire un enfant. D'accepter ça. Ça s'est passé récemment, puis je me suis dit que, et je me souhaite d'avoir des enfants, mais j'essaie de mettre la puce à l'oreille que ça va peut-être pas arriver comme je le veux, puis comme la plupart de ma vie, c'est pas nécessairement déroulé comme je le voulais. Comment tu te sentirais si t'atteins pas cet objectif d'avoir un enfant? Je crois que dans la vie, tout est écrit. Puis que si c'est ça, ça sera ça. Puis il y a plein d'options, comme que je dis, je peux adopter des enfants, je peux, tu sais, peut-être que je vais rencontrer quelqu'un qui a un enfant. Mais la chose la plus importante dans la vie que les gens doivent comprendre, c'est que l'étape de transition dans toute émotion ou situation qu'on vit, c'est l'acceptance. C'est un mot qui n'est pas assez pesé. Accepter un décès, que tu ne reverras plus jamais cette personne-là. Accepter qu'une relation doit se terminer. Accepter que tu n'es plus bien dans un travail. Accepter, c'est la période de transition. Donc, je dirais que quand j'ai versé ces larmes, c'était parce que je me disais, j'accepte que ça sera peut-être pas ça, ma vie. Puis c'est, dans la réalité d'aujourd'hui, c'est peut-être pas ça. Est-ce que tu pourrais te présenter brièvement à ceux qui sont en train d'écouter ce podcast-là et c'est la première fois qu'ils te voient et ils savent pas c'est quoi tu fais dans la vie? Moi, c'est Florence Naomi Bagdi. Je suis propriétaire de Oxflow, salon d'esthétique et l'Académie Oxflow. J'ai 32 ans et ça fait maintenant 5 ans que j'ai mon salon, 7 ans que je suis dans l'industrie. J'adore qu'est-ce que je fais. Puis voilà. Pour un gars comme moi, pour vrai, je connais rien dans l'esthétique. Est-ce que tu pourrais me décrire, en fait, c'est quoi l'esthétique et pourquoi, on va dire, la gente féminine est autant attirée par l'esthétique? Je pense que... Qu'est-ce qui est le fun de l'esthétique? Qu'est-ce qui est le fun de l'esthétique? C'est que les femmes, on aime ça parce qu'on aime aussi prendre soin de nous, surtout dans le era qu'on vit, dans la génération d'aujourd'hui. C'est notre petit moment. C'est le petit moment à une maman de se déconnecter puis d'aller faire son facial, d'aller prendre soin d'elle. C'est aussi son petit therapy session. C'est ce que j'aime beaucoup. C'est aussi une chose qui m'a beaucoup tenue durant mes situations que je vivais, de dire « Hey, je suis pas seule, on vit toutes des choses difficiles. L'esthétique, c'est beaucoup plus que dire « Je m'en vais prendre, tu sais, je m'en vais me faire un facial ou je m'en vais faire mes cils. » C'est quelque chose que tu fais pour toi, pour te sentir mieux dans toi. C'est une femme qui rentre avec un petit complexe puis qui ressort avec un grand sourire. C'est juste incroyable. Wow. J'adore ça, l'esthétique. C'est le fun. Est-ce que tu dirais que c'est quelque chose qu'un homme devrait faire? On a beaucoup d'hommes. Okay. Au salon Oxflow, je te dirais qu'on n'a pas... Oui, c'est sûr que 70% de notre clientèle est féminine. OK, mais... donc 30% c'est des hommes. Ouais. Oh! Oui. C'est quoi ils font les... beaucoup de facial, beaucoup de laser, mais facial énormément. Énormément. Oh mon Dieu, j'adore les hommes qui prennent ça. Moi, pour de vrai. Et tu serais surpris parce que je pense que les gens ont comme un stéréotype des hommes qui vont se faire des faciales, mais non. Non. Honnêtement, tu serais surpris. Tu peux avoir un gars qui rentre avec des dreads puis qui vient faire des faciales, puis t'as vraiment de tout genre. Puis je trouve ça magnifique. De plus en plus, les hommes prennent soin d'eux. Le wood therapy, les drainages lymphatiques, on en fait beaucoup pour les hommes. Le laser est énormément, mais je trouve qu'il y a beaucoup d'évolution dans le monde esthétique, puis c'est beau, un homme qui prend soin de lui. C'est magnifique. Moi, j'adore ça. En fait, c'est vrai que ça, c'est peut-être une question qui est bien posée, surtout pour mes jeunes gars célibataires là-bas. C'est quoi un homme devrait faire pour se démarquer, on va dire, sur le plan esthétique par rapport aux autres hommes, dans le sens que tu es un homme normal et tu veux avoir l'air un peu plus plaisant esthétiquement auprès de la gente féminine. C'est quoi tu devrais faire? Je pense que, tu sais, chaque femme a certaines choses qu'ils vont regarder. Comme je sais qu'une chose qui se répète souvent chez les femmes, c'est « Oh mon Dieu, je fréquente ce gars-là, puis, tu sais,
ils vont souvent regarder les mains, les dents, les points noirs. OK. Fait que je dirais, tu sais, aux jeunes garçons, faites un Uh-huh. peu attention à ces petits détails-là. Tu sais, comme moi, c'est vrai que, mettons, un homme que je regarde qui, tu sais, ses ongles sont pas bien coupés ou pas super Mhm. propres ou si t'as des points noirs, moi, c'est sûr, je vais te le dire parce que moi, je suis comme un scanner, là. C'est quoi un point noir, en Un fait? point noir, C'est- ben, dans le fond, ça peut se trouver partout sur le Ouais. corps, mais, tu sais, exemple, sur le nez, des fois, on va voir comme plein de Ah. petits points noirs, des fois, ça Ok. peut être des points blancs, un grain de peau qui est pas super beau, tu sais, de l'acné, ça peut être quelque chose qui est très difficile, surtout pour les jeunes hommes, mais d'avoir une bonne hygiène de base comme... tu sais, moi, mes frères, mettons, ils font leur skincare routine, là, puis C'est moi, je trouve vrai, ça hein? magnifique, là, mettons, Ben oui. tu sais, de voir qu'ils nettoient leur visage, qu'ils exfolient, qu'ils mettent de la crème. C'est beau à voir, puis c'est le fun de savoir qu'un Mhm. homme a une bonne hygiène de vie. Donc, je Ouais. dirais la base. Ouais. Mais Euh, c'est quoi les meilleurs produits pour prendre soin de soi, que ce soit une femme ou un homme, genre, c'est quoi tu recommanderais pour euh, prendre soin de... je dirais qu'il n'y a pas nécessairement une... Tu sais, c'est sûr, moi, je travaille avec une gamme nécessairement, mais, tu sais, chacun peut avoir sa propre gamme. Peut-être essayer d'éviter des choses qu'on va retrouver en pharmacie. Je trouve que Ah ça ouais? peut être souvent un scam, mais c'est déjà un premier pas. Mhm. OK? Tu sais, je me dis toujours comme, tu sais, ça peut être un premier pas à, OK, ben regarde, au moins tu te nettoies le visage. Moi, j'ai toujours commencé déjà avec la base. Se nettoyer le visage matin et soir, un exfoliant, puis une fois par semaine au moins, puis une bonne crème, puis de la crème solaire si vous voulez pas vous ramasser avec des taches brunes. Et ça, pour Ouais. les gens de toutes couleurs de peau et durant toute l'année, surtout, j'ai comme l'impression que des fois, durant l'hiver, le monde n'y pense pas, Ouais. mais il faut que tu mettes ta crème solaire à tous les jours tout au long de l'année parce que c'est là qu'on va avoir des signes de vieillissement, des taches qui vont arriver. Fait que juste la base. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. On vient de parler de vieillissement, de vieillir. Et là, tu as dit que tu as 32 ans et tu regrettes un peu le fait que peut-être tu ne deviendras pas mère. Espérons que ça ne va pas se réaliser, mais est-ce que tu as peur de vieillir? Du tout. Oh mon Dieu, pour les femmes de 20 ans qui entendent ça, la trentaine, je pense que c'est la plus belle chose. J'ai pas peur, j'ai hâte à ma quarantaine, j'ai hâte à ma cinquantaine. Tu sais, vieillir, c'est avoir la chance de vivre. Mhm. OK? La sagesse qui se développe. C'est une chose que chaque année, regarde, il y a 1 an, j'avais une perception complètement différente d'aujourd'hui. On parle de 1 an. Exact. Imagine 5 ans, imagine 10 ans. De te sentir comme une femme, il n'y a rien de plus beau. J'ai vraiment pas peur de vieillir. Moi, je dis Dieu merci. J'espère vraiment d'aller jusqu'au fond dans ma vie. Puis, j'ai pas peur, non. Au contraire, je l'espère vraiment. C'est quoi ton plus grand rêve? D'avoir des enfants, une bonne famille, une vie saine. Vraiment, la simplicité, là. OK. Pour avoir des enfants, il faut trouver un partenaire. Est-ce que présentement, tu es en couple, fréquentation, célibataire? C'est quoi ta situation présentement? Moi, je suis célibataire. Pour être honnête, je pense que je dois me permettre de laisser plus de temps à l'ouverture parce que je pense que je suis pas à la même phase que l'année passée. Aujourd'hui, je suis ouverte d'être en relation, je suis ouverte d'aimer. Par conséquent, c'est sûr que, tu sais, ça peut être un peu plus difficile pour une femme de 32 ans parce qu'il y a certains facteurs qu'il faut comprendre quand on vieillit. Ouais. Exemple, une femme de 35 ans, 36 ans, le fait de trouver un homme qui n'est pas divorcé ou qui n'a pas un enfant ou qui n'a pas... ça devient... C'est que ton champ, il devient de plus en plus fermé. C'est vrai. Des fois, il y a des femmes qui me disent, tu sais, qui vont me dire « Ah, moi, je pourrais pas être avec quelqu'un qui a un enfant. » Je suis comme « Mais ma chérie, tu sais, comme avec l'âge qu'on a, faut qu'on l'accepte. Il y a des grandes chances que tu vas peut-être tomber sur un homme divorcé, un homme qui a des enfants. Moi, je suis pas fermée à ces Tu choses-là. le vivrais comment si tu trouves un partenaire, c'est l'homme de ta vie, il a des enfants, tu vivrais ça comment? Oh mon Dieu, j'adore les enfants. C'est tellement pas quelque chose. J'ai été dans une relation avec quelqu'un qui a eu un enfant, puis pour moi, ça restera toujours comme mon enfant. Mais il y a beaucoup... Je te dirais que étonnamment, je trouve ça incroyable combien de femmes sont fermées à ça. Je pense que, tu sais, naturellement, on a ce côté maternel chez la femme.
c'est sûr, dans l'idéal, tu sais, t'aimerais ça vivre le premier enfant avec, tu sais, ton conjoint. La réalité de la vie, c'est qu'on n'est plus dans une société où est-ce que c'est pas normal d'être divorcé ou d'avoir des enfants. Fait que moi, personnellement, dans le jeu, ce n'est pas quelque chose qui me bloque. Je pense que ce qui me bloquerait un peu, ça serait peut-être un homme qui a 4 enfants avec 4 femmes différentes. Je pense que je serais plus réticente parce que je me demanderais plus de questions. Mais mettons... Pourquoi tu serais réticente? Parce que je me dis... Ben, tu sais, je pense qu'on regarderait, tu sais, le timeline, tu sais, de dire, ben, tu sais, c'est quand même 4 enfants. Tu sais, qu'est-ce qui a fait en sorte que ça n'a pas fonctionné avec ces 4 femmes différemment-là? Tu sais, c'est aussi de comprendre, ben, tu sais, comment les gardes fonctionnent. Où est-ce que moi, je vais être placée dans cette relation-là? Ce qui est très difficile d'être avec quelqu'un qui a un enfant, c'est que en tant que belle-mère ou beau-père, ça va devenir difficile pour toi parce que tu vas devoir avoir ton mot à dire si on parle d'une relation sérieuse. Pour la personne qui est parent, ça devient un peu difficile d'avoir, exemple, une femme qui n'est pas la mère de l'enfant, qui a une certaine vision sur comment qu'on élève un enfant. Ça devient très difficile. Fait que ça va être un gros challenge pour la relation. Parce que d'un côté, tu peux pas empêcher ton partenaire de dire, ben tu sais, c'est pas correct, mettons, à l'enfant d'avoir fait ça. Tu sais, j'aime pas comment tu m'as parlé. Elle a son mot à dire, mais pas totalement. Ouais, alors ça c'est très difficile, puis je trouve que c'est un sujet tabou. Comment tu trouves un équilibre là-dedans? Parce que tu dis que tu l'as déjà vécu. Comment on peut trouver un équilibre là-dedans pour ceux qui connaissent pas ce type de situation-là? D'avoir une bonne communication avec son partenaire, puis de lui faire comprendre que on est là pour être ensemble, ça reste, c'est ton enfant, mais à partir de maintenant, tu sais, c'est mon bel enfant aussi. Je vais être sa belle-mère, par exemple. Donc, je veux savoir, selon toi, comment tu voudrais qu'on fasse ça. C'est quand que j'ai mon mot à dire. Quand que j'ai mon mot à dire, très important aussi pour le parent de pas aller à l'encontre. Et ça, je pense, pour les parents en général. Tu sais, des fois, exemple, papa va dire non, puis là, maman va dire oui. C'est la même chose dans une relation belle-mère puis papa, exemple. La communication, c'est très important. Puis de faire ça comme des petits baby steps. Puis de comprendre aussi que ça sera pas facile, mais après ça, ça va venir naturellement, je pense. Wow, j'adore. T'es une femme entrepreneur qui a beaucoup de succès. Merci. Est-ce que tu trouves que ça peut aller à l'encontre de toi quand tu essayes de trouver un partenaire masculin, c'est-à-dire des hommes parfois qui sont intimidés par ton succès? J'ai eu une conversation récemment là-dessus. Je pense que ce que je dois beaucoup travailler, et ça pour toutes les femmes entrepreneuses, il faut comprendre que quand on est dans notre milieu de travail, on a, sans même s'en rendre compte, cette énergie masculine qui va ressortir parce que tu dois gérer. Ce que je trouve très difficile, c'est qu'il peut y avoir certaines intimidations qui vont se faire quand on va rencontrer un homme parce que à ce moment-là, un homme n'est plus une nécessité dans ma vie. On parle vraiment que je parle financièrement, tu n'es pas une nécessité. Je peux parvenir à mes besoins, donc tu vas vraiment être un plus. Je trouve ça plate parce que beaucoup de femmes entrepreneuses m'expliquent qu'ils ont beaucoup de difficultés à trouver un homme. Je pense que ce qui est important, c'est qu'un vrai homme alpha, ça ne va jamais lui déranger. Au contraire, ça va l'attirer, puis il va beaucoup fermer cette énergie masculine que tu dois constamment avoir et il va ressortir ce côté féminin où est-ce que je n'ai plus besoin d'être une entrepreneuse, je n'ai plus besoin d'être une boss, je suis avec l'alpha. So, to let him lead. Fait que je dirais que si je peux donner un conseil aux femmes entrepreneuses, de vraiment chercher cet homme alpha qui va laisser ce côté féminin ressortir. Puis t'es une boss quand t'as besoin d'être une boss. T'es une entrepreneuse, tu resteras toujours une entrepreneuse. Mais quand t'es avec ton partenaire, là, c'est le moment que tu peux te délousser puis comprendre que you're not the boss anymore. On a toute notre position dans notre couple. Donc, si je comprends bien aussi, c'est que t'as une vision dans laquelle il y a une position dans le couple, c'est-à-dire pour toi, c'est quoi le rôle de l'homme et c'est quoi le rôle de la femme dans le couple? Dans le monde d'aujourd'hui, la femme travaille.
OK? Donc, ce que je pense et qui a encore une fois un peu changé à l'année passée, je pense que dans un monde idéal, c'est sûr qu'un homme, he's a provider. Ça veut dire que moi, ce que je pense, c'est que l'homme doit s'assurer de la sécurité de la maison. Quand tu es dans une relation, c'est que l'homme provide, il provide quoi? Tu sais, un homme peut payer, exemple, la maison. C'est correct. Selon moi, c'est correct. Il peut travailler, mais il doit s'assurer vraiment de la sécurité familiale. S'assurer que, tu sais, il va rien se passer, qu'une femme et ses enfants se sentent sécures. Je pense aussi qu'un homme, c'est souvent, ne laisse pas les émotions ressortir. Fait quand il y a une partenaire, c'est la seule personne de genre féminine qui va savoir ce que l'homme vit. La femme doit apporter l'équilibre dans la maison, doit être le pilier, puis aider son homme à vivre ses émotions, puis souvent, il va les vivre en silence. Fait que d'apporter ce soutien, de s'assurer que, tu sais, c'est plate à dire, je suis pas une féministe. Je crois qu'à la fin de la journée, moi, si j'ai la chance de rentrer, puis que mon homme, son souper, il est prêt, la maison, elle est prête, elle est propre, excuse-moi, les enfants sont au lit, c'est quelque chose que moi, dans ma culture, je veux apporter à mon futur partenaire. Par conséquent, il y a un équilibre dans tout. Ça veut pas dire que parce que je cuisine, tu fais pas la vaisselle, puis tu ranges pas la vaisselle. Ça veut pas dire que parce que j'ai lavé le linge, puis il y a le linge que tu peux pas le ranger. L'équilibre dans tout, de balancer les choses, de s'aider. Donc, vraiment, puis de communiquer, tu sais, ça peut être des choses stupides. Moi, exemple, j'aime ça faire la vaisselle, j'aime pas ça la ranger. Mais mon conjoint devrait, ou mon partenaire de vie, dire, ben, moi, ça me dérange pas, je vais la ranger. Et s'il te dit que ça me dérange, trouver l'équilibre. OK. Exemple dans une vie où est-ce que... Je vais te donner un exemple simple. Exemple dans une vie où est-ce que les deux travaillent, les deux sont fatigués, puis les deux, peut-être, c'est des entrepreneurs. Peut-être que j'ai le temps de ramasser ma maison. Peut-être que je n'ai pas le temps de la nettoyer. Mais tantôt, on parlait d'outils. Ben, paye-toi une femme de ménage. Le temps, c'est de l'argent, mais le temps, c'est aussi du temps de qualité que tu peux avoir. Moi, pendant que je suis au travail, mon mari peut rentrer, la maison est propre. C'est pas moi qui l'ai nettoyé, la maison, mais je m'assure qu'il rentre pas dans un bordel. Puis, je veux dire, à la fin, je peux enjoy ce temps-là avec mon mari. C'est vrai. Fait que c'est juste de think outside the box, puis what can we do? T'as pas le temps de cuisiner? Ben, regarde, meal prep tes dîners, puis essaye de faire le souper. Juste l'équilibre. Parlons d'équilibre. Il y a un plan équilibre émotionnel dans le couple, mais il y a aussi un aspect d'équilibre financier. Est-ce que tu sortirais ou tu épouserais un homme qu'on va dire qui gagne 50% de ton salaire annuel? De moins? Ouais. OK. Si on parle de la femme Florence il y a 5 ans, j'aurais dit oui. Si on parle d'aujourd'hui, la femme de 32 ans, non. La seule et unique raison, c'est que je pense que c'est une question personnelle. Si une femme sort avec un homme qui fait 50% de moins, ça veut pas dire qu'il paye moins de choses. Tu sais, il y a des hommes qui s'en foutent, qui vont tout mettre dans des paiements, puis ils ont besoin de rien. C'est pas une question du salaire qui fait de moins, mais c'est qu'en fait, ce qui est important, tantôt, je disais la sécurité. C'est important que tu saches que si moi, je tombe malade, je veux m'assurer que mon homme peut continuer et vice-versa à payer les factures, puis pas à ce qu'on tombe dans un trou financier. Et je dirais que c'est pas... Ça peut tellement mal paraître de dire non, je sortirai pas avec quelqu'un qui fait 50% de moins de mon salaire, mais en réalité, c'est une sécurité. Puis, on parle de position. A man has to be a provider. Je vais t'expliquer quelque chose. Tu sais, des fois, surtout les femmes entrepreneuses, des fois, tu peux... Je m'excuse, je vais le dire en anglais. You can suck the man out of a man. Oh. Je sais pas si je l'explique bien. OK, ouais, t'as bien dit. Un homme doit se sentir homme. Et la seule façon qu'il va se sentir homme, c'est justement en ayant ses positions qu'il connaît, sa position financière, savoir que je suis là. Et la femme doit se sentir femme. Très souvent, dans des relations, on pense pas à l'énergie qui est échangée. Mais en réalité, si la femme doit
faire plus d'argent, automatiquement, le côté alpha de la femme ou le côté masculin de la femme va ressortir, puis l'homme ne se sentira plus homme. Souvent, la tromperie peut arriver dans ce moment-là parce que l'homme ne se sent tellement plus homme qu'il veut se sentir homme ailleurs, qu'il veut qu'une femme le fasse ressentir comme un homme. Donc non, c'est beaucoup plus profond qu'une question financière, mais c'est une question relationnelle dans le futur. Je vois ton argument, ta vision est valable par rapport à ça. Moi, je suis là, j'écoute dans le sens que je sais qu'il y a plein de femmes qui ont des... Je pense qu'il y a, en fait, la majorité des femmes, si je m'avance pas trop, sont de ton avis à 100%. C'est juste que certains vont juste pas l'admettre, là, mais comme, on sait, comme... Il faut l'admettre. Moi, personnellement, j'ai jamais sorti avec quelqu'un qui faisait autant d'argent que moi, ou tu sais, ça m'est arrivé d'être avec des gens qui faisaient moins d'argent que moi, puis ça m'a jamais dérangé. C'est la rétrospection que j'ai faite de mes relations qui fait en sorte que je pense comment je pense. Ah ouais, ok. Donc, tu trouves que ça causait problème quand tu gagnais plus d'argent que les hommes dans tes anciennes relations? Oui, parce que malheureusement, j'ai pas pu faire sentir ces hommes-là comme les hommes qu'ils étaient sans même qu'ils s'en rendent compte sur le moment présent. Est-ce que le problème viendrait pas de toi? Oui. Parce qu'il y a des couples que la femme gagne 3 fois plus d'argent et ça fonctionne parfaitement. Est-ce que ça serait pas toi le problème dans ces situations-là? Exemple, moi, je pense que dans les relations passées, ça a été vraiment mon problème parce que généralement, j'ai comme laissé ça... Je me disais, mais pourquoi tu vas payer ça? Je vais le payer, ou XY. Puis c'est là que je réalise aujourd'hui que, tu sais, je l'ai comme pas laissé. Tu payais tout pour le gars? Non, je veux pas dire tout, non. Mais ce que je veux dire, c'est que généralement, si tu fais plus d'argent puis que ton partenaire, peu importe que tu sois la femme ou l'homme, tu vas regarder ton partenaire, tu vas pas le laisser être dans une situation plus serrée. Tu as l'argent dans tes poches. C'est vrai. Sauf que pour une femme, il faut qu'elle fasse attention à ça. Et moi, je pense totalement que ça a été ma faute dans les relations passées. J'aurais dû faire les choses autrement. Ok, c'est intéressant dans le sens que, genre, même si tu as les moyens, par peur de faire sentir certains hommes moins masculins, faudrait pas que tu payes tout. Je pense qu'encore une fois, je pense pas qu'à retourner en arrière, j'aiderais pas mon partenaire. C'est pas ce que je dis juste que ça vient vraiment... Tu le ferais plus délicatement, dans le fond? Plus délicatement, puis tu sais, je dis pas que l'homme se sentait moins homme. Tu sais, il y a des situations aussi que tu peux être avec quelqu'un qui est dans une situation mentalement plus difficile, qui fait en sorte que ça l'affecte son côté financier. Et là, je vais revenir sur le point que j'ai dit. Toi, en tant que femme, ton travail, c'est t'assurer aussi que le mental de ton partenaire de vie, tu es là pour le supporter et l'aider à surmonter ce qu'il vit. Puis, honnêtement, aucune femme devrait avoir honte à aider son partenaire et aucun homme devrait avoir honte d'aider sa partenaire. Ça va de soi, on est un couple, on s'aide. Pour moi, mon argent, c'est ton argent, je m'en fous. Par conséquent, de faire attention à comment qu'on le fait. De laisser juste l'homme avoir sa place. Est-ce que tu as déjà été amoureuse? Et quand je parle d'amour, c'est l'amour avec le grand A. Oui, j'ai vécu un grand amour. Puis, c'était un super de bel amour. J'ai été des années avec cette personne-là. Et je vais revenir sur l'acceptance. C'est pas aimer, c'est pas tout, malheureusement, dans la vie. Mais je l'ai vécu, puis je pense que c'est pour ça que je suis prête à aimer encore, parce que je me dis, ça existe. Ça existe et c'est beau, l'amour. Autant que ça peut être triste, c'est super beau. Pourquoi ça n'a pas marché? Vraiment, je dirais que je pense que on a juste vécu beaucoup de choses dans le point de vue personnel qu'on a laissé affecter dans la relation. Puis des fois, malheureusement, tu sais, ce que je suis contente, c'est qu'on a vraiment essayé. Ça, c'est quelque chose que je peux dire, puis je le dis tellement avec un sourire. C'est quoi vraiment essayer? Parce que... Vraiment essayer, c'est dire, on va prendre tous les outils nécessaires, on va faire de la thérapie, on va faire nos devoirs, on va faire... C'est beau de dire, hey, tu sais quoi, ça n'a pas marché, mais j'ai tellement aimé cette personne-là, puis on a tellement tout essayé, puis malheureusement, aujourd'hui,
on comprend toutes les deux respectueusement que, genre, je porte cette personne-là dans mon cœur, mais cette relation ne pourra pas perdurer parce qu'il y a eu beaucoup de blessures au point de vue personnel et relationnel. Tu parlais tantôt de tromperie. Est-ce que toi, tu pardonnerais un homme qui t'a trompé? Moi, personnellement, non. Je pense que la tromperie, c'est quelque chose de très blessant, mais tu peux pas parler au point de vue de quelque chose que tu n'as pas vécu. OK? Moi, je l'ai pas vécu. Je pense pas que c'est quelque chose que j'accepterais parce que pour moi, je pense que pourquoi tromper quelqu'un quand tu peux juste laisser la personne? Tu sais, prends le téléphone puis juste dis comme, regarde, sérieusement, ça marche pas. Je veux pas continuer dans la relation. La blessure et vraiment, je le vois souvent avec des clientes, la blessure que ça peut donner à un homme ou à une femme de se faire tromper, c'est que ce qu'on comprend pas, c'est que pour ce petit pur plaisir que tu vas avoir, en fait, tu détruis l'estime de la personne. Automatiquement, une personne qui se fait tromper va toujours, dans beaucoup de cas, se remettre elle-même en question. J'étais pas assez. Tu sais, qu'est-ce que j'ai fait de mal? Pourquoi qu'il m'a fait ci? Pourquoi? Mais ça n'a rien à voir en réalité avec toi. Et ça va revenir que des fois, la tromperie, c'est souvent parce que la personne ne se sent pas bien et cherche une affirmation ailleurs. Moi, personnellement, je crois pas à la tromperie. Je pense que c'est très grave du point de vue mental à vivre pour la personne. Disons que tu avais des enfants avec cette personne-là. Ouf. Est-ce que tu penses que tu aurais la même opinion? Non. Pourquoi? Parce que ça serait le père de tes enfants. Puis je pense aussi que ça dépendrait aussi si je suis mariée ou pas. Et je pense aussi que ça dépend de comment la personne agit. Une personne qui trompe, qui vraiment, il se bat, OK? Corps et âme. Il regrette, tu peux le ressentir dans son regret. Tu sais que quand c'est un parent, quand c'est ton mari, je crois pas que je penserais peut-être nécessairement de la même façon. Mais pardonner serait vraiment une longue période. Ça serait pas sur une période de parce que t'es mon mari ou parce qu'on a des enfants. Par contre, ce qui serait important, c'est que ça n'ait pas de répercussions sur les enfants, peu importe durant. Ouais. C'est ça, c'est important. Ouais. En vrai, j'ai l'impression que toi, t'es vraiment une personne qui a vraiment une très belle vision de la famille. Et pour toi, c'est vraiment quelque chose de sacré dans le sens que il faut que tout soit bien dans la famille et que tout paraisse bien, même quand c'est difficile et tout. Pourquoi tu ne réalises pas cette vision-là? Parce que j'ai l'impression que de la manière que tu me parles, tu as l'air de quelqu'un qui est prête pour ça. Et je vais faire un peu le rôle de l'avocat, on va dire, du diable entre guillemets. Pourquoi tu prends pas le pas maintenant pour trouver l'homme qu'il te faut? Trouver l'homme, c'est aussi ouvrir ma plage horaire pour le temps. OK? Dans mon cas à moi. Je faisais exprès, je pense, de ne pas faire du temps pour rencontrer l'homme. Aussi, il faut comprendre que il n'y a pas beaucoup d'hommes qui ont cette vision que... Je trouve que les hommes d'aujourd'hui sont très effrayés et je généralise. C'est très rare que je vais faire ça, mais je vais généraliser. Les hommes ont très peur être en relation, du mariage, les enfants. On dirait que c'est quelque chose qu'ils ne réalisent pas eux-mêmes, les hommes dans la trentaine, que comme... C'est important. Fait que c'est sûr que... Ben, c'est une question vraiment incroyable, mais à la fin, je ne ferai pas un enfant pour faire un enfant. Je me battrai pas pour quelqu'un qui voudrait pas se battre pour notre relation. C'est deux personnes qui veulent la même chose et je suis ouverte. Par contre, il faut être patient. Il faut qu'il y ait une fondation. Quand tu vas rencontrer quelqu'un, la fondation, c'est de connaître comment la personne elle est,
être ami avec cette personne-là, d'avoir des conversations profondes sur la vie, la mort, la famille, les enfants, les morales, les si, de voir, OK, est-ce que cette personne-là a quand même une certaine vision ou est-ce que je pourrais m'aligner? Parce qu'on ne peut pas s'aligner sur tous les points. C'est vrai. C'est impossible. On vient souvent de cultures différentes, on vient souvent de familles très différentes. Donc, ce qui est important, c'est que je pense, c'est de créer une base et je ne suis pas pressée, malgré que souvent, on va me dire, t'as une horloge biologique, ton temps, il est compté. Je ne rusherai pas. Ouais. Je connais des femmes qui ont eu des enfants à 40 ans. Si c'est ça, ça sera ça. Mais la base, c'est la fondation. Puis la fondation d'une relation est super importante de ne pas s'embarquer rapidement puis de laisser les gens à apprendre à se connaître. Puis malheureusement, apprendre à se connaître, ça prend du temps. Ça prend du temps. Tu sais, je veux dire, moi, j'ai été dans 2 longues relations dans ma vie et je te dirais que même après des années, des fois, t'es comme « Ah ouais, je savais pas que si, je savais pas que... » On apprend toujours à se connaître. Pourquoi? Parce que l'humain évolue. Je ne suis pas la même... On reste pas figé dans le temps. Exactement. Mais, parlons d'horloge biologique. Tu penses quoi des gens qui utilisent cet argument-là pour essayer de presser une femme dans la trentaine pour qu'elle ait des enfants? Tu penses quoi de ça? Je pense qu'il faut... j'ai eu une cliente qui m'avait beaucoup marquée parce que je lui avais demandé si elle avait des enfants ou si elle aimerait avoir des enfants. Et elle m'a dit, tu sais, Florence, il faut faire attention avec ces mots-là, tu sais. J'ai dit, hey, comme, explique-moi, dis-moi pourquoi. Elle m'a dit, je peux pas avoir d'enfants. Et j'ai fait, ouh, tu sais, des fois, on se rend pas compte d'une simple question ou d'une simple pression. J'ai connu beaucoup de femmes qui ont reçu cette pression sociale de dire, tu dois avoir des enfants et qui n'arrivaient pas à avoir d'enfants. Et le moment qu'ils n'y pensaient plus puis qu'ils ont passé la période d'acceptance, je n'aurais peut-être pas d'enfants, elles sont tombées enceintes. C'est très important de ne pas avoir cette pression sociale, cette pression de dire « Ah, j'ai besoin d'avoir un enfant avant tel âge », ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Regarde, moi, ma mère, elle a eu mon petit frère, est tombée enceinte à 38 ans. Ma soeur, elle a eu sa première, est tombée enceinte à 38 ans aussi. Donc, il n'y a pas de... OK, donc elle a eu plusieurs enfants. Ma mère, elle a eu plusieurs enfants. Son dernier, elle l'a eu à 38 ans. Mais ta soeur, ma soeur, ça a été sa première, puis elle l'a eu à 38 ans. Puis... il y a eu une période dans sa vie qu'elle était un peu comme moi dans l'acceptance que peut-être pas qu'elle allait avoir des enfants. Puis regarde, c'est arrivé. À 38 ans. Okay, Dieu merci. OK, dans votre génétique, vous pouvez avoir... Oui. Vous avez pas plus tard, donc c'est bien. Oui, mais bien, de faire attention. Je dirais aux gens, faites attention. Puis surtout... Même, tu sais, souvent, on va penser que c'est les hommes qui vont souvent dire comme « Ouais, mais t'as une horloge biologique. » Je te dirais que c'est un commentaire que je reçois beaucoup plus des femmes. Hein? Ah ouais? Ah ouais. Ah ouais. C'est comme, tu sais, c'est comme, ben regarde, je suis pas une machine à production. Moi, je veux avoir une famille. Je veux pas simplement avoir un enfant. C'est très important de comprendre ça. J'ai un ami... d'un ex-conjoint qui m'avait expliqué une chose. Il m'a dit que sa relation n'avait pas fonctionné parce que son ex-conjointe voulait absolument avoir un enfant. Et quand elle a eu son enfant, elle s'est complètement détachée de lui. Puis j'ai dit, qu'est-ce que tu veux dire? Il dit, en réalité, elle ne voulait pas une famille. Elle voulait un enfant. Tu vois ce que je viens de dire? C'est une grosse différence. Il y a une grosse différence. Ce que je veux, c'est une famille. Wow. Je ne veux pas simplement avoir un enfant. Wow. Je veux un foyer familial. Wow. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont réfléchir par rapport à ces mots-là parce qu'il y a une très grosse différence. C'est vrai qu'on dirait qu'il y a des gens, malheureusement, ils veulent se marier pour la cérémonie au lieu du mariage. Et toi, comme tu l'as dit, il y a des gens qui veulent un enfant et non une famille. On dirait que les gens veulent juste avoir des moments, on va dire, instagrammables pour dire « Oh, j'ai ça, j'ai fait ça, j'ai fait ci ». Mais ça manque de profondeur parce que, oui, tu as la chose, mais si tu n'es pas prête mentalement à prendre soin de ça, ça va être quand même, après tout, un échec. Effectivement. Tu dirais, c'est quoi la plus grande leçon que tu as appris de ta mère? Tu sais, une chose que j'ai beaucoup appréciée de ma mère, malgré la séparation avec mon père, c'est la plus grande leçon, c'est qu'elle n'a jamais empêché mon père d'être dans le foyer familial. Malgré qu'il ne vivait pas à la maison, mon père peut venir à chaque semaine s'asseoir avec nous. Quand c'est la fête de n'importe qui de ses enfants, elle s'assure que son ex-mari est là.
Et c'est une leçon où est-ce que ma mère nous a fait comprendre que même si ça n'a pas fonctionné avec quelqu'un, c'est important de respecter cette personne-là pour la position qu'il a. Si cette personne-là, c'est le père de tes enfants, respecte que ça va être le père de tes enfants pour tout le reste de ta vie, puis d'en faire le meilleur. Ma mère, c'est une femme extrêmement forte, mais quand que j'ai vu que ma mère, elle a pu avoir peur, pour la seule fois que je l'ai vu avoir peur, c'est comme ma mère m'a beaucoup démontré que c'est correct d'être une femme forte, mais tu peux pleurer, tu peux vivre tes émotions, puis tu sais, juste d'accepter que c'est ça, peu importe que les gens, tu sais, elle a pas refusé, mettons, que mon père vienne à l'hôpital, tu sais, elle l'a laissé l'aider, malgré qu'ils sont pas ensemble. Puis je pense que c'est quelque chose que ça m'a démontré que je pense que je serais un peu une femme comme ça. Si je serais avec quelqu'un puis ça n'a pas fonctionné, je pense pas que je vais être cette femme qui va donner la vie difficile au père de mes enfants, puis etc. Pour X, Y, là, puis on parle pas de pourquoi ils se sont séparés, mais malgré tout, elle a toujours ouvert la porte à cet homme-là, puis elle nous a pas empêché de le voir et de l'avoir dans notre vie. C'est quoi ta vision du divorce? Le divorce, je pense que c'est vraiment quand que les deux pensent qu'il y a plus rien à faire puis qu'on est vraiment malheureux à un point où est-ce que, comme je disais, on a pris tous les outils nécessaires. Des fois, je pense que on s'embarque peut-être trop vite dans une relation puis dans le mariage, etc. C'est comme un peu ma vision du mariage. La vision du mariage puis la vision de la cérémonie, c'est deux choses différentes. Pour moi, le mariage est très important. Est-ce que la cérémonie est importante? Moi, je vais t'expliquer quelque chose. Autant que les gens, ils pensent vraiment pas que je pense comme ça, je voudrais avoir le mariage le plus petit. Chaque personne dans cette pièce est très importante. C'est des personnes qui croient en notre amour, qui croient en notre évolution, qui croient en notre futur et en notre foyer. OK? Faire des cérémonies, 300 personnes, ça doit être incroyable. Puis tant mieux pour les gens qui le font. Moi, je parle au jeu. C'est important de faire les choses dans la vision de comment tu le veux, puis de pas avoir cette pression, comme tu dis, sociable, instagrammable. J'aime les choses très privées. Donc, que ça soit le divorce, je pense que le plus important, même dans la période du divorce, c'est la communication s'il y a des enfants entre. Comment que les choses vont se faire. Puis de ne pas essayer de se faire chier. C'est beaucoup ce qui se passe dans les divorces. Et encore une fois, c'est facile à dire, mais je parle de quelque chose que je n'ai jamais vécu. C'est vrai. Okay? C'est vrai. Donc, je donne une opinion, mais il faut comprendre que je parle au moment présent et je n'ai jamais vécu cette situation-là. Wow. Donc, encore une fois, c'est quelque chose que je suis réticente à répondre parce que je pense comme ça, mais penser quand tu n'es pas dans la situation, c'est difficile. C'est autre chose, hein? Ouais, c'est vraiment autre chose. Je vois qu'on arrive à la marque fatidique des 1 heure et je me suis promis 2 choses à ce podcast. Ça, c'est des très belles conversations et on ne dépasse pas le 1 heure. T'aimerais dire quoi à ceux qui ont écouté cette vidéo jusqu'à présent? Continuer à croire, continuer à vouloir aimer malgré toute blessure qu'on a vécue dans la vie, pardonner, laisser les choses dans le passé, pas s'empêcher d'être heureux, de se donner tous les outils nécessaires pour notre évolution personnelle. C'est très important. Prendre le temps de prendre le temps. C'est vrai, hein? Prendre le temps de prendre le temps, ouais. Aimer, puis s'arrêter, puis vivre le moment présent. Wow. Puis vraiment passer du temps avec les gens que vous aimez le plus possible, puis de se dire que un jour, on ne sait pas qui sera là, qui sera plus là. Non, c'est ça la beauté de la vie, mais en même temps, le malheur. Mais parce que les gens que tu connais présentement ne seront pas là à la fin de ta vie. Tu vois des gens au début de ta vie, mais si tu as eu la chance, peut-être que toi-même, tu auras créé une famille qui va t'entourer à la fin de ta vie. Au début de ta vie, tu as une famille 1. À la fin de ta vie, tu as une famille 2, mais les deux sont autant importants. Mais c'est incroyable pour voir comment la vie est faite. On grandit dans le deuil, on évolue dans le deuil, mais on crée des choses puissantes, ça nous rend plus puissants. Sur ce, à la prochaine. Bye guys!